Bonjour à tous et bienvenue dans la table de marque. Nous sommes le mardi 29 juin au moment où on tourne cette émission et comme d'habitude, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de basket. On est en pleine période de playoff NBA au moment où on parle. On a de belles confrontations en finale de conférence. D'un côté, les Clippers et les Suns pour la tête de l'Ouest. De l'autre, on a les Bucks et les Hawks pour la tête de l'Est. On se permet, avant de démarrer, un petit pouce, un petit abonnement. Tout ça, ça fait toujours plaisir. La cloche, etc. Et on respecte les codes de la table de marque, puisque une table de marque en bonne et due forme, ça commence toujours avec une présentation. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui va vraiment nous faire kiffer et quelqu'un de très intéressant. C'est Antoine Bancharel qui est avec nous. Donc Antoine, t'es correspondant et journaliste de sport pour Canal+ Afrique, l'équipe, Ouest France, Le Figaro Sport, Basket Info. T'es aussi chroniqueur pour Hype Sport Media. Bienvenue, on est super content de t'accueillir. Ça va, t'es à New York du coup, tu nous disais en off, comment ça se passe en ce moment? Bah écoute, ça se passe bien. Comme je te disais aussi, ouais, j'y suis pas trop souvent en ce moment parce qu'il y a pas mal de déplacements à faire. Mais ouais, non, c'est bien. Là, on arrive sur la fin des finales de conférence. On sent les finales qui approchent. Il va y avoir pas mal de déplacements pour ça aussi d'ailleurs, vu que Brooklyn, Knicks, etc. ne sont plus trop dans le coin, ni même les Sixers qui sont pas loin pourtant. Donc bon, c'était pas forcément ce qui était tout à fait prévu, mais on s'adapte et ça devrait le faire. Super. Bah écoute, en tout cas, on a hâte de parler de basket et de journalisme avec toi. Ça va être super sympa. Et enfin, celui-ci, il est plus à présenter. Par contre, on va avoir un petit problème parce qu'aujourd'hui, on va avoir deux Antoine avec nous. Donc, on va voir comment on s'arrange au fur et à mesure de l'émission. Celui-là, c'est aussi un journaliste en herbe, ce qui va me compliquer encore plus la tâche. Mais quoi qu'il arrive, c'est super sympa que tu sois là. Antoine, comment ça se passe? Ça va super, super content de te retrouver, super content d'accueillir Antoine Bancharel qui, je vais direct mettre les choses au clair. Moi, je suis Antoine 2, en tout cas, si on fait Antoine 1 et Antoine 2, parce que c'est plutôt moi qui aspire à avoir la même carrière que lui. Mais je suis super content, en tout cas, que tu sois là dans l'émission, Antoine, et hâte d'échanger avec toi et de parler basket, comme d'hab. Ouais, sinon, s'il y a des petits quiproquos, on pourra faire comme, tu sais, comme quand t'es à l'école, tu sais, tu fais Antoine B et Antoine R, tu vois, comme ça on se comprend. Super. Bah écoutez les gars, on va se faire un petit sommaire comme d'habitude pour présenter un peu l'émission avant de commencer. 3 parties aujourd'hui. On va se faire, pour commencer, très vite faire un petit point sur la loterie de la draft qui a eu lieu il y a quelques jours. Ensuite, deuxième partie, pour rester un peu dans le thème, on va faire un retour sur la draft de 2018. Car mine de rien, il y a quand même de sacrés joueurs, dont quelques-uns qui sont vraiment en train de faire de sacrées dingueries et qui sont notamment en train de se battre pour être déjà champions de leur conférence et pourquoi pas espérer au titre ultime et soulever le Larry O'Brien. Et enfin, le meilleur pour la fin, on clorera cette émission avec l'interview donc d'Antoine Bancharel en direct de New York. C'est super stylé quand même de dire ça, j'ai l'impression d'être sur un plateau d'une gigachette de télé. Tu sais, on a un journaliste avec nous en duplex. Super. Bah écoutez les gars, je vous propose qu'on commence du coup avec la loterie de la draft déjà. Les gagnants, les perdants, les classiques en gros. Antoine B du coup, je te laisse te jeter à l'eau. Toi la draft, la loterie du coup, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Tu penses que qui a eu le plus de chance, aurait peut-être pu espérer mieux? Ouais, je t'avoue que pour dire exactement dans les grandes lignes, je trouve que quand même Toronto s'en sort plutôt bien. Quatrième choix, on va dire que c'est bien. Alors, ils n'ont pas fait une bonne saison, mais du coup, ça rattrape un petit peu. Il y a quoi? Alors, on va commencer quand même dans l'ordre. Détroit, bon, ils leur manquent pas des jeunes joueurs, mais comme ils sont pas bons, bah, ça fait du bien aussi. Houston, qui a vécu une saison hyper galère, ça va leur faire du bien. Cleveland, qui de toute façon a besoin de recruter aussi. Ça va être intéressant par contre de savoir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, Cleveland. Je me demande un petit Je me demande, le 1 est évident. peu. Le Ouais. 1 est d'une évidence incroyable. En plus, je crois qu'il a fait qu'un workout, c'était à Détroit, donc on parle de Cade Cunningham évidemment. Ouais, En tout ouais, cas, ouais. il a donné son intention d'en faire que celui-là et c'est tout. Ouais. Donc après, à voir pour les autres, ouais, qui pourrait venir, mais Je me demande bien ce que vont faire les Cavs, parce que les Cavs, c'est vrai qu'ils sont bouchés sur le backcourt, ah bah là, mais donc après, il y a Evan Mobley comme profil intéressant, mais je sais pas si c'est un troisième de draft, quoi. ouais, C'est ça. ouais, Et ouais, ils ont donné un pivot. Pourquoi pas. Enfin, ils ont ouais, besoin. un 5, ça leur ferait du Ils bien. ont, Ouais. après, Enfin, Ils ont Jarrett Allen qui fait une saison pas mal depuis qu'il est arrivé à Cleveland. c'est pour ça que je me dis Et qu'ils en ont vraiment besoin, mais bon. ouais. Comment il prévoit un petit peu le truc. Il en est où de son contrat, Jarrett Allen, d'ailleurs? J'ai pas regardé. Jarrett Allen, il a signé un contrat, il me semble, à Brooklyn
de 3 ans. Ou non, il a signé au Cavs. Il a prolongé au Cavs sur 4 ans et un contrat correct, ça va, il me semble 16 millions à peu près. Ou D'accord. 15 millions. Donc finalement, pas si sûr qu'ils aient cherché. Ouais. Ok. Après, tu peux toujours aller te chercher un petit backup, on sait jamais. Mais c'est vrai que là, enfin, en tout cas, sur la QV qui arrive, j'ai pas l'impression qu'il y ait de poste 5 non plus révolutionnaire. Donc, ouais, à voir, à voir. Sinon, Toronto en 4, c'est cool, je trouve, pour eux. Ça va, quoi. Enfin, t'aurais pu être bien plus bas, quoi. Selon moi, c'est les grands gagnants de la loterie pour moi. Bah ouais, ils savent bien drafter, ils savent bien développer les joueurs derrière en plus. Donc a priori, tout devrait bien se passer pour eux. C'est pas un top 3, mais bon, il y a encore des joueurs à aller chercher dans cette draft. Surtout si justement un Cleveland hésite un petit peu à qui est-ce qu'ils vont prendre. Et Toronto, que ce soit en intérieur ou en arrière, de toute façon, ils sont contents. Donc, Ouais, là, c'est clair que là, de toute façon, t'es Toronto, tu draftes au talent, selon ce que t'as, selon ce que tu penses, quoi. Et puis, ouais. tu arrives un peu à une espèce d'entre-deux dans ton histoire. Là, Kyle Lowry va probablement partir des Raptors à la free agency. Je pense que pour rajouter du 109 avec l'arrivée de Gary Trent, Fred VanVleet et Siakam que tu conserves, ça peut être vraiment intéressant. Là, le prospect que tu vas drafter, à mon avis, peut te lancer sur une nouvelle ère à Toronto. Enfin, c'est ce que Mm. j'espère pour eux, en tout cas. C'est clair, surtout qu'avec un 4e choix, on sait qu'ils ont le nez fin. Et comme l'a dit Antoine, c'est un vrai laboratoire. Toronto, ils savent développer des jeunes, ils savent même aller trouver des petites pépites. Donc avec un 4e choix, on est quand même c'est assez safe du côté des Raptors. En tout cas, on a du mal à imaginer qu'ils fassent un mauvais choix. Y a Orlando, du coup, qui a 2 pics aussi, en 5 et 8. C'est quand même pas mal pour une équipe qui est quand même vachement dans le dur, là, quand même, depuis quelques années. Et puis là, ils ont vraiment relancé à une reconstruction totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé Evan, ils ont envoyé Vucevic, ils ont dit les gars, c'est terminé, on recommence tout à zéro. Ouais, Donc, mais moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça pas mal pour Orlando parce ah bah que, oui. dans le fond, tu as Markel Fultz et Cole Anthony qui se sont révélés cette année. Bon, alors, Fultz revient de blessure. Tu as Joe Isaac qui va revenir de blessure aussi. Tu as Mo Bamba qui continue de se développer. Pour moi, il y a des belles promesses pour Orlando. Tu peux faire quelque chose en plus de ces 2 pics. Ça se trouve, tu peux avoir Tu un. peux peut-être trade pour avoir un pic plus haut, peut-être, pourquoi pas, je sais pas, avec Toronto, avec Cleveland, tu vois. On sait jamais. Donc ça fait ça fait soit du pic, soit de la monnaie d'échange. Donc c'est vrai que c'est cool. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Les Kings, les Pels, Charlotte, les Spurs. T'as le T'oublies top. OKC. Ah oui, OKC, ouais. OKC en Ouais. 6. Moi, OKC, pareil. j'ai un petit peu envie d'opposer Orlando et Oklahoma, dans le sens où ils vont drafter à peu près au même endroit, 5 et 6. Mais Ouais. autant je fais confiance à Oklahoma, autant Orlando, j'ai du mal à leur faire confiance, quoi. Ça fait trop longtemps Mm. qu'ils galèrent. Ok, ils ont fait le grand ménage, mais ils ont aussi perdu Steve Clifford, du coup. Ouais, ouais. Et ils n'ont aucune direction, ils n'ont pas de fondation. Et c'est bien hein, de se dire on repart à zéro, mais là, ils repartent vraiment de rien. J'ai pas plus confiance que ça dans la direction ou dans le player development là-bas, encore moins le staff médical. Donc, je sais pas. Alors que par contre, Oklahoma, c'est un peu toujours. C'est un modèle, hein, Il y a franchement. une institution qui est un peu plus en place, un peu plus stable, quoi. Ah bah, Et puis c'est En fait, carrément. comme Prestis s'est drafté. peut-être que ce qu'il faudrait pour Orlando, c'est là, je pense qu'ils ont besoin soit d'un giga patron, mais que ce soit un joueur ou un gars dans les bureaux, ou en tout cas d'un leader charismatique. Enfin, ils ont besoin d'une pierre fondatrice. C'est vrai que là où à Oklahoma, bah, t'as toujours Sam Presti qui est capable de faire des dingueries et qui est un très bon GM. Et puis t'as cette culture qui est installée et cette mentalité. Donc c'est vrai que sur le coup, je suis d'accord avec Antoine. Ok, ici, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais quand même, se retrouver en 6 c'est quand même difficile, je trouve, parce que t'as. Après, non? J'ai pas Ils ont compris. fini combien de du classement là? Ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est 6. Après, c'est 16e, celui qui récupère de Ouais. Boston. 18, celui de Miami. Ouais, c'est Donc, vrai c'est, que ils n'en ont qu'un dans le top 10, quoi. Donc, c'est donc pas. voilà, donc si le projet, c'est de faire comme Boston, de drafter 5 jeunes par an, c'est cool, mais dans le fond, il faudrait rajouter du talent directement pour commencer enfin la reconstruction, parce que là, t'es que dans des saisons d'intersaison, en fait, même si cette saison, t'as tanké, mais je pense qu'il te faut du talent, là, à Après, mettre là, à côté de Shai. Et avec tes 3 pics, t'as moyen de moyenner quand même, je pense. T'as moyen d'essayer quelque chose. Là, ouais, et puis t'as Kemba qui est une monnaie d'échange. voilà, t'as Kemba et t'as quand même 3 tours. Si tu peux toujours
monnayer les 16 et 18 si tu veux absolument garder ton 6, ou alors si vraiment tu dis bon bah Kemba plus le pick 6 plus un petit joueur pour aller faire un gros trade, tu vois, on n'en sait rien, il est capable, hein, Sam Presti, et puis tu gardes tes 16 et 18 pour drafter des petits jeunes et voir ce que ça donne, tu vois, ça mange pas de pain, t'essaies de les développer, si ça donne pas grand chose, t'es pas bien déçu, donc Juste dernier mot, pour moi, les Warriors, c'est aussi les grands gagnants. Et ils volent un peu Minnesota, du coup, parce que Minnesota, pour le coup, sont les vrais perdants. Je sais plus combien le pick était protégé. Je sais plus si c'était un 3 ou un 5. Mais donc, du coup, c'est les Warriors qui se retrouvent avec et c'est ouais. magnifique pour les Warriors, ça. Et là du coup il n'y a pas de Minnesota dans le premier tour. Ouais, ouais, C'est dur quand même pour Minnesota, hein. Ah la c'est vache. dur de ouf. Orlando, c'est bien. Eux, par contre, comparé au Oklahoma City, ils s'en sortent bien, là, pour le coup, pour le facteur chance, puisqu'ils ont aussi le 8. Ils ont le 5 et le 8. Ouais. Ça, c'est Yes, bien. yes. Bon, les Kings, hein, on va pas en parler beaucoup. On attend de voir ce qu'ils font. Nola, ça serait bien qu'ils aient une bonne surprise de drafter un joueur qui n'était pas plus attendu que ça, genre top 10, mais on ne sait pas trop ce que ça peut donner, et que finalement, Ouais. ça donne un bon joueur, Un quoi. joueur de back court. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, ils ont vraiment Un besoin de back quelque court parce que bon Ah, t'as Steven Adams sur les postes d'ailier, je pense que c'est un peu bouché là, hein. C'était un peu le problème d'ailleurs cette saison entre Zion et Brandon Ingram, donc un petit genre de back court, et puis surtout qu'on le sait, ils veulent essayer de faire un truc avec Lonzo, donc bon bah si t'arrives à faire quelque chose avec Lonzo et que derrière à la draft tu récupères soit via le trade, un trade de Lonzo t'arrives à récupérer quelque chose, soit via la draft, en tout cas du genre de back court ça peut être la bonne option quand même pour rééquilibrer un peu le jeu, et de toute façon pas rajouter un poste 5 dont t'as pas besoin, et surtout pas un poste d'ailier. Ou alors un 5 qui fait vraiment pas ce que fait Adams, quoi. Un gars qui stretch, ouais. Ouais. Ou alors s'ils pensent effectivement peut-être bouger Lonzo Ball, ça parlait de ça, du coup un meneur. Ouais. Et ouais, c'est vrai que quand on voit je sais pas, un joueur comme Damian Lillard qui est drafté 6, c'est pas mal, mais qui est pas non plus attendu comme le grand Messi qui, dès qu'il arrive à Portland, devient patron. Ça peut être sympa quand même. Enfin, en tout cas, un joueur avec du gros potentiel, ça leur ferait du bien. Et ça leur sauverait cette menace que Zion parle, là, Ah bah qui, là. qui est un bon cancer. Donc ouais. surtout à New York. À New York, à mon avis, tu dois en entendre des rumeurs de Zion qui va venir. Alors, attends, Le New York, pick 19 et 21 contre Zion, let's go. voilà. Et on ressort les montages avec Zion avec le maillot des Knicks et Kevin Durant. On entend toutes les rumeurs possibles, je pense, ici. Donc, Ouais, ça m'étonne pas. faut plus trop les écouter. Ouais. Ok. Bon. Ok, bon bah on a fait la première partie. De toute façon, je remonte un peu pour les gens à l'écran. Enfin, je ferai ça au montage, hein, mais le premier tour complet. Pardon, tu disais? C'est vrai qu'Oklahoma City, on a plein quand même. Ah, ok, ici là, t'as le 6, t'as le 16, t'as le 18. T'as de quoi faire. T'as du matos. Mais après, et surtout que des pics, ils en ont déjà de base jusqu'à l'antéchrist, quoi. C'est-à-dire que là, les pics, c'est la franchise qui a de loin le plus de pics. Ouais. Ouais. Bon, sur les 7 prochaines années, Ils on ont en a 27, je crois. 35 même, il me 35. semble. En comptant les first et les second rounds, tu as 35 picks sur les 7 prochaines années. Ah oui, parce que là, c'est juste le premier tour, hein. Ok, ici, sinon, c'est. Ah ouais, non, c'est fou. Oui, bien sûr. Les Ok. Knicks sont numéro 2, les Rockets qui ont drafté leur premier, il sera où leur premier? Deuxième Alors, choix. Rockets, ils ont 23-24 et deuxième choix. Donc, deuxième, ensuite ils ont 23-24, c'est bien. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Tu Pas peux mal. prendre. Ah non, attends. Ah oui, si, pardon, si, c'est ça. Ouais, ouais. Après, qui tu prends derrière Kate Cunningham, je sais pas. Je sais pas, mais quand t'as à la fois le 23 et le 24, t'as quand même 2 fois plus de chances du coup de faire un petit peu mouche sur un late first pick, first round. C'est Ouais, pas mal, quoi. Mm. Après, ouais, faut ouais. pas drafter, mais là, il y a un petit coup à faire, quoi. Ouais, donc voilà. Et puis sinon, dans les grosses équipes, on a le trio là à la fin, enfin même le quatuor à la fin, Brooklyn, Philly, Phoenix, Utah. Bon, après, c'est du premier tour. On peut pas les mettre ni dans les gagnants ni dans les perdants, surtout avec les saisons qu'ils ont fait. Voilà, on a juste hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc ouais, Détroit quand même, je pense qu'ils se mettent archi bien. Dommage un peu quand même pour Kylian Hayes, qui forcément bah, du coup va avoir là de la concurrence. Puis une Ça peut sacrée être concurrence. intéressant sur un bas court. Ça peut être bien pour lui, puis même tu vois, je pense que tu t'entraînes avec Kate Cunningham, bon, il y a pire quoi. Après, moi, je suis pas spécialiste de NCAA et je connais pas super bien Kate Cunningham, mais il me semble que ce soit pas totalement une tâche en défense. Non, je pense que c'est un bon fit, hein. Franchement, Ouais, les deux, ouais, ouais. au final. Surtout que les Donc, deux peuvent être un peu combo, enfin les deux sont Et 1-2. puis, c'est deux joueurs qui puent le basket, qui sentent le basket à mort. Donc, Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème sur un terrain. Tu vois. ouais, ouais, clairement. en tout cas, comme ils ont tous les deux
un profil où ils aiment bien jouer, on va dire, quoi. Ils sont joueurs, ça peut être pas mal. Puis il a des bonnes, il a des bonnes mensurations, le Cunningham. Ouais, ça a l'air d'être un sacré joueur intriguant en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, on a hâte de suivre. De toute façon, la draft a lieu bientôt là, puisqu'on est le 29 juin, je crois, c'est d'ici 2-3 semaines. Si j'ai pas la date exacte, mais d'ici 2-3 semaines, on aura la draft. Donc de toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus. Sur le 1, il y a vraiment aucune discussion. Mais, c'est le 29 juillet. C'est le 29 juillet, donc bah, pile dans un mois. Donc on se retrouvera dans un mois pour en parler. Les gars, on va enchaîner. On va passer au deuxième petit sujet. Et du coup, comme je disais dans l'intro, on va se faire un petit retour sur la draft de 2018. Et du coup, ça nous fera la transition parfaite vers les playoffs. Petit retour sur la draft 2018. Comme je le disais un peu dans l'intro, on a quand même des garçons assez sérieux sur cette cuvée de draft. Et comme je le disais, on a des joueurs qui sont encore en lice dans les playoffs. Alors, je vous fais passer à l'écran le premier tour de la draft. J'ai mis un peu en surbrillance, en gras, les joueurs intéressants. Il y a dans ces joueurs intéressants les gros joueurs et les joueurs qui sont encore en course dans les playoffs. Donc dans les joueurs notables, on a DeAndre Ayton en 1, Luka Doncic en 3, Trae Young en 5, Mikal Bridges en 10. Ensuite, on a Shai Gilgeous-Alexander en 11, Michael Porter Jr. en 14, Dante DiVincenzo en 17, Kevin Huerter en 19. Et ensuite... Landry Shamet et Robert Williams, j'ai mis 26 et 27 parce qu'ils sont dans des grosses équipes. Bon, pas non plus que ce soit des joueurs exceptionnels, mais voilà. Et les petites mentions du deuxième tour, on a du Devonte Graham, du Mitchell Robinson, du Gary Trent Jr. et du Shake Milton. En tout cas, pour revenir sur cette cuvée, c'est vrai que c'est quand même assez pas rare, mais là, il y a vraiment une concentration de talent sur cette draft. Et surtout, je pense que les deux... Alors, il y a DeAndre Ayton qui est en 1 et qui est vraiment en train de faire des sacrées belles perfs en play-off. Mais on a quand même deux visages que sont Luka et qui sont Trae Young, qui en plus... Luka à la base était drafté par les Hawks, Trae Young l'inverse, mais au final il y a eu un échange. Donc ces deux joueurs sont vraiment liés, sont vraiment, je trouve, les visages de cette draft de 2018. Et franchement, il n'y a rien à dire depuis qu'ils sont arrivés. Alors, au début, c'était beaucoup des discours à la oui, mais c'est des joueurs de saison régulière, nanana. En attendant, Luka, quand il est arrivé en playoff, alors oui, 2 fois de suite, il s'est fait sauter au premier tour par les Clippers, mais c'est quand même les Clippers. Et quel genre de playoff il nous a servi. Et Trae Young, pour sa première campagne, on peut dire que c'est une campagne plus que réussie, puisque certains se disaient, bon, bah, contre les Knicks, il y a moyen, mais on va voir. Et puis, certains disaient non mais c'est les Knicks. Ensuite par contre tout le monde était d'accord au deuxième tour, non mais les gars c'est Philadelphie qui va gagner, il n'y a juste pas de débat. Et ben le Trae Young il est quand même en finale de conf contre les Bucks, il y a 2-1, c'est lui le patron de l'équipe et tout. C'est quoi votre interprétation de cette draft, c'est comment vous la voyez et comment on l'imagine un peu dans le futur avec surtout je pense ce top 3 de joueurs que j'ai surligné qui sont vraiment intéressants, DeAndre Ayton, Luka, Trae Young. Il faut en parler. Je vais juste mentionner une petite parenthèse, c'est qu'il y a aussi Kevin Huerter et Michael Bridges dans cette draft-là. Ouais. Et vu qu'ils sont encore en lice et qu'en plus c'est deux Kevin Huerter en 19 et Michael Bridges en 10. Ouais, ça reste des gros contributeurs, je pense on peut le dire, pour leurs équipes. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point ça a été une draft qui a vraiment donné, quoi. Qui le Game 7 de Kevin Huerter à Philadelphie, on s'en rappelle encore. Hein. Bah ouais, puis t'as Atlanta du coup qui a 2 jours de cette draft-là, Phoenix qui a aussi 2 jours de cette draft-là. Enfin, c'est vraiment, comme tu disais, c'est une draft vraiment riche, mais effectivement, focalisons-nous sur les 3 un peu têtes d'affiche. DeAndre, qui après sa première saison n'était pas tout à fait sûr qu'il serait à peu près à un niveau comme ça, superstar comme Trae Young ou Luka. Même cette saison, il y avait encore des doutes. Ouais, et puis qui au final montre que, on le sait, hein, ça prend un peu plus de temps pour développer un grand, mais il se développe bien, il a vraiment gagné du respect. À peu près tous les intérieurs qui ont joué contre lui, notamment Jokic, MVP quand même cette année, dit que il l'a vraiment impressionné sur c'était le premier tour. Donc du coup, c'était second tour après les Lakers. Ouais. Oui, il le joue au second tour. Donc, oui, bien sûr. Donc du coup, non, franchement, ça fait plaisir, d'autant qu'encore une fois, on devrait encore voir des choses se produire dans son développement. Donc, vraiment intéressant. Vraiment. C'est clair, puis je trouve ça cool du coup que dans son équipe, il y a eu, déjà il y a eu Booker qui était quand même la star de l'équipe. Et là, du coup, cette année, avec Chris Paul qui rejoint, ça...
le fait qu'il ait toujours eu un de ces deux, voire les deux, tu vois, avec lui dans son équipe devant lui, ça l'a un peu protégé. C'est-à-dire qu'il a pas trop été exposé du fait que, vu que Booker a tellement fait des dingueries, que ce soit en saison régulière ou là cette année en playoff, il a toujours été un peu été protégé du truc où on se dit ah les gars c'est un numéro 1 de draft, on voit pas trop de progression, on sait pas trop, tout ce côté incertitude a quand même été lissé par ce... Pour moi, ce dont souffrait Ayton, c'est de Luka Doncic. Luka Doncic a tiré tous les projecteurs, toute la lumière. Ses premières saisons sont tout simplement exceptionnelles à tel point, et c'est normal, mais à tel point d'ailleurs que Trae Young et DeAndre Ayton en pâtissaient de ça, même s'ils faisaient des bonnes saisons. Trae Young, on considérait que c'était un mec qui scorait, qui était capable de scorer en 25 points et de faire 10 passes de moyenne, mais son équipe était parmi les dernières. Au final, il emmène son équipe en finale de conf, il les fait gagner contre Philadelphie. DeAndre Ayton, c'est pareil, il est en finale de conf et je trouve ça bien du coup que ça rééquilibre un peu la vision que tout le monde a. Moi, je trouve en ce sens que c'est intéressant de faire la rétrospective sur cette draft parce que du coup, ça veut dire que tu as au moins trois énormes joueurs, je pense, et qui sont amenés à dominer dans le futur. C'est pour ça que moi, je me pose la question de la portée de cette draft. Alors là, bien sûr, on est trop tôt pour dire, il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est. DeAndre Ayton avait d'ailleurs fait cette déclaration de dire que sa draft était la meilleure de l'histoire. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour faire ces conclusions-là, surtout qu'on a des drafts comme 84, comme 2003. Je pense qu'il n'y a même pas, ouais, il y a même pas débat. La draft de Kobe aussi avec Iverson. Ouais, c'est celle-là, c'est 96. 96, Garnett, Iverson, Steve Nash, Ray Allen, Kobe. Franchement, 84, 96 et 2003, ça va être quand même celle-là, ça va être difficile. Enfin, on va voir parce que c'est que le début, mais ça va quand même être difficile de faire mieux que ces drafts-là pour la draft 2018. Ça va être dans les discussions. Ouais, mais, à avoir, il y a le ça serait potentiel. Quoi. dans la discussion, mais on n'y est pas encore tout à fait. Quoi. Donc, se calmer. Il y a aussi, il y a un joueur aussi quand même que j'aurais pu surligner, c'est Colin Sexton aussi en 8. Ah ouais, quand même. Qui quand même a prouvé, tu vois. Qui cette saison fait une très grosse saison. Mais c'est vrai que je reviens sur ce que Antoine avait dit. Mikal Bridges, il faut souligner son apport à Phoenix. Je trouve que sa progression cette année n'était pas du tout mentionnée dans le trophée du MIP, alors que elle est vraiment criante, sa progression, que ce soit à la passe, que ce soit au shoot à 3 points, en défense. Je pense que il aurait pu être all-def. Hein. Ah ouais, clairement. Il aurait pu être dans un des meilleurs 5 défensifs, complètement. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est sa capacité à tenir le ballon et à savoir faire la passe au bon moment, toujours le bon play. Il est très, très, très intelligent. Ouais, et il est lucide. Il fait pas d'erreur de rookie, quoi. Ouais, et ça. Après, je crois qu'il a fait un long cursus, Mikal Bridges. Il me semble qu'il arrive vieux, qu'il a 23 ou 24 quand il arrive en NBA. Mais ouais, c'est des éléments comme ça qui te font rehausser le niveau global de la draft en dessous un peu des superstars. Et on en dit quoi, par exemple, de Shai Gilgeous-Alexander? Lui, il peut être amené aussi à être une super... Même Dante, hein, tu parlais des mecs un peu scred. Dante DiVincenzo en 17. Là, on le voit, les Bucks. Alors, les Bucks, ils s'en sortent parce qu'ils ont un effectif profond. Mais quand on a appris qu'il était blessé et que là, niveau playoff, ça allait être compliqué, bah... Je pense que les Bucks auraient bien aimé avoir un petit Dante DiVincenzo en sortie de banc, quoi. Ouais, et puis Michael Porter Jr., on en parle de ce pseudo KD? Potentiel, ouais. Même Shai, hein. Franchement, Shai Gilgeous en 11. Ouais, Shai, ouais. C'est vrai qu'elle est... Elle est quand même solide, cette draft. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, et surtout même... Josh Okogie qui s'en sort bien. Et même en sortie de premier tour, hein. Devontae Graham, Mitchell Robinson, Gary Trent et Shake Milton. Ouais, Gary Trent, ça se trouve, ça peut devenir une resta. Hein. Gary Trent, tu vois, franchement, Gary Trent, là... Mitchell Robinson aussi, hein. De ouf. Landry, il y a Landry Shamet aussi là-dedans. Ouais, il y a Landry Shamet, il est 26. D'ailleurs, toi, c'est quoi ta vision sur Mitchell Robinson en tant que New-Yorkais? En tant que New-Yorkais. Ouais. Il est encore Il y a Bruce Brown aussi dans cette draft. Ah ouais, il y a Bruce Brown. Bruce Brown qui est en... Bruce Brown. Mais même si tu veux chipoter, il y a Miles Bridges, il y a Lonnie Walker, il me semble, ouais. il y a Josh Okogie, on l'a mentionné, il y a Grayson Allen, il y a Aaron Holiday. Robert Williams. Anthony Simons. Un Shake Milton qui arrive à se montrer à Philly aussi de temps en temps. Ouais. On n'a sûrement pas vu la fin de son développement. Ouais, non, belle draft. Il y a pas belle draft.
Tu me demandais pour Mitch Robinson. Pour Pour l'instant, Mitch Robinson. trop unidimensionnel et trop stat, pas vrai jeu. Mais après, c'est pas un cas perdu. Il a encore du temps pour se développer, donc ça va. Mais Il est très jeune, lui, je crois, non? Il est sorti parce il sortait de high school, je crois. Il est pas passé par la fac, hein. bah, il a dû passer par quelque chose. Mais Attends, c'était quoi? Bah alors attends, je l'avais noté ici. Il sort de Chalmette High School. Ouais. voilà. Donc il n'a pas fait de cursus. Pour moi, Mitchell Robinson, justement, cette année était un peu intéressante. Enfin, était très intéressante pour moi parce que sous Thibodeau, bon, alors après, il s'est blessé tôt, il me semble. En plus, il a eu le Covid, etc. Mais je veux dire, en tout cas, sur les peu de matchs qu'il a joué et les matchs d'avant, moi, je trouve qu'il faisait toujours énormément de fautes. Il était toujours dans l'émotion. Ça me Hmm. faisait un peu penser à André Drummond, même s'il était extrêmement long et qui bloquait très bien et qui protégeait bien le cercle. Dans la manière de concevoir le jeu, il me faisait penser à à Vraiment André Drummond, débutant, genre, quoi. voilà. Et je trouve que maintenant, sous Thibodeau, c'est un peu mieux. En tout cas, c'est en progression. Ce qui est bien avec Et Thibodeau, les... c'est qu'il te dit quoi faire. Tu vois, je veux Ouais, dire, c'est qu'il y a des règles simples, tu les suis. Il n'y en a pas, il y en a pas 36. Il y a celle-là, tu fais ça et tout le monde doit faire ça. Et voilà. Donc au moins, il peut s'appliquer. Ce qui est bien. Et ouais, raison, il n'est pas passé par le collège parce il avait signé pour une fac. Ça a pas marché. Il a essayé un transfert. Ça n'a pas marché non plus. Du coup, il a dit qu'il allait se préparer tout seul. Ensuite, il devait se pointer au combine. Et finalement, il ne s'est même pas pointé au combine. Et il a quand même été drafté. Donc, good for him. Tant mieux pour lui. Donc du Ouais, coup, non, en c'est tout cas, clair. ça crée grave parce que on l'a dit en début de sujet. Ayton, Doncic, non, Ayton et Young, ils sont encore en finale de conf là, tous les Ah deux. oui. Et Michael Bridges Et Walter et Michael Bridges. et Kevin Huerter. Et ils peuvent gagner le titre. Vous imaginez si Trae Young Je mets plus ma piécette quand même sur, je mets plus ma piécette quand même sur DeAndre Ayton et Michael Bridges que Trae Young et. c'est clair, mais en tout cas, rien que le fait de, Mais par déjà, ils exemple, sont en finale de conf et ça, c'est assez ouf. Et surtout que, bon, encore les Michael Bridges et tout, mais. si on avait fait l'émission il y a une semaine, là, les Hawks se mèneraient 1-0 après un match à 48 points et 11 passes de Trae Young, tu vois. Donc, Oui, après, on connaît les Game 1. On a vu le Game 2. Le Game 2, mec, ils se sont fait. Bon, on va en parler, du coup, ça nous fera la transition. Mais le Game 2, enfin, c'est une purge, quoi, tu vois. Donc, ils se font désosser, mais sauf que Young, vraiment, le Game 1, c'est un Game 1 de super méga c'est du star. statement. C'est un Game 1 de mec qui ne fait pas de la figuration en playoff. C'est un C'est peu du du statement level Allen individuel, ouais. Iverson en finale 2001, tu vois. C'est ce genre de perf. Mm. Et c'est exceptionnel. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout face à une grosse équipe des Bucks qui vient de sortir les Nets de Brooklyn. Donc ouais, non, non, c'est clair. Surtout, ouais, ce top Vous, 5 vous là, il voyez est quoi là vraiment sur kiffant. la suite de la série entre les Hawks et les Bucks? Bah, tu veux qu'on enchaîne sur les playoffs du coup directement? Bah, je pense, ouais, hein. Ouais, allez. Alors, je vous montre vite fait les stats. Donc, on a commencé sur l'Est, donc on va rester dessus. Milwaukee, Atlanta. Je balance les moyennes là de points, field goal et passes décisives parce que c'est ce que j'ai mis depuis le début. Et voilà, c'est très bien. Quand même une grosse différence en termes bah, déjà de points. Mais ça, je pense que c'est surtout le game 2 qui l'explique parce que c'est vraiment un carnage. Pourcentage, bon, il y a 3-4% de différence, c'est pas grand chose. Par contre, en termes de passes. On sent qu'à Milwaukee, enfin, le ballon tourne quand même beaucoup plus. Genre, quand tu fais 27,7 passes de moyenne sur un match, enfin sur une série de playoffs, alors que l'équipe en face, elle en fait 17, on voit vraiment qu'il y a une différence de fou. Donc, du coup, 2-1, comme le disait Antoine, le Game 1, je pense que les Bucks se font surprendre par un Trae Young qui est juste stratosphérique. Et puis surtout, ils viennent quand même de se manger les Nets en 7 matchs, tu vois, compliqués et tout. Je pense qu'ils arrivent pas sur les rotules, mais avec la langue qui pend un peu, quoi. Et du coup, tu te fais surprendre. Par contre, le game 2, réaction de champion, hein, alors que c'est pas le cas, mais vraiment réaction de grosse équipe à l'orgueil qui juste défonce, quoi. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, il y a plus 30 et puis, bah, je veux dire, on coupe, quoi. Moi, je suis allé me coucher, je savais que le match était fini, tu vois, pas besoin de regarder plus longtemps, quoi. Ils ont joué quoi? Je crois que les Middleton, Antetokounmpo, quoi, ils ont joué 25 minutes dans le genre. Faudrait aller voir, ouais. Yanis joue 28, il me semble, C'est le match où max. Middleton plante 38, je crois, non? Il me semble. Non, non, ça c'est le Ah match non, ça, c'est le serré. C'est le troisième. match serré où Le c'est le troisième, game 3 où C'est le game où il met 3. 20 points dans le 20 quatrième points dans le quart. dernier quart. Incroyable. ouais, Oh là et puis là. quatrième quart-temps, c'est fini, merci, au revoir. Et puis les filoches, oh là là, filoche sur filoche à 3 points, vraiment. Middleton, il me surprend parce que moi, je l'ai jamais attendu à ce niveau-là. J'ai toujours dit que c'était un joueur un peu
trop payé, mais que les Bucks devaient lui donner ce contrat-là, mais que c'était clairement surpayé pour son niveau. Et au final, Bah après, peut-être qu'il, tu vois, peut-être qu'il est sur son petit nuage, mais en attendant, quand même, je trouve que les années passent. Mais ce que tu payes aussi, c'est la compatibilité avec C'est Yanis. ça. Tu yes, peux trouver c'est combien ça. de joueurs qui sont à ce point-là en symbiose avec Yanis? Il y a ça, puis surtout que Middleton, des matchs ratés en playoff, t'en as pas tant que ça, quoi. Et t'es Milwaukee, tu vas attirer personne. Donc c'est pas grave, tu payes, t'es obligé. T'es obligé. Ouais. S'ils veulent jouer le titre, ils sont obligés. Après, ils peuvent faire ce que faisaient avant les Hawks, hein, être toujours dans la discussion, mais finalement, ça va jamais trop loin. Même s'ils ont fait une finale de conférence il y a 8 ans quand même. Bon, t'étais obligé de payer Middleton. T'as aucun choix là-dessus. Zéro. Mm. Zéro marge de manœuvre. Donc, non. Ouais. Et Après, ouais, il répond présent dans certains moments. Petite digression, qui vous a fait la plus grosse impression, Middleton ou Paul George hier? Moi, Paul George, alors, c'est un peu quand même, le match différent. de Paul George hier est exceptionnel. Ouais, mais le truc, c'est que quand tu compares Paul George et Chris Middleton, t'en as un qui est le T'en as un dont t'attends ce genre t'en de as un qui est le performance. clair Ouais. lieutenant de son équipe et que tu attends pour être le sidekick parfait d'un joueur qui est monstrueux. Et l'autre qui est un numéro 1 bis avec Kawhi, mais donc Kawhi est en absence, mais on a déjà vu Paul George en patron d'une équipe. Et Tu veux dire que Paul George, tu attends ce genre de performance de bah, lui, alors que Chris Middleton, t'es disons plus que je suis plus surpris. exigeant avec Paul George en l'absence de Kawhi que Middleton. Même Ouais, après, mais si on. Comment? Vas-y. même après sa blessure? Même après sa blessure, bah Sa blessure à l'épaule à Oklahoma? Ah non, la blessure que t'as pas envie de revoir à la télé. Avec Team USA. Celle d'Indiana, celle où il est encore à Indiana. Enfin, il est avec Team USA quand il se l'a fait, mais ouais. Ouais. Euh, Moi, Après, il est quand même revenu à un niveau de MVP. j'étais pas sûr qu'on reverrait un Paul George comme ça. Franchement. ouais, c'est vrai. Après, Mais justement, vu qu'il a prouvé ça, tu vois, le truc, après, c'est que, il est c'est que revenu, Paul il est George, en revenu à un fait, niveau de MVP quand même déjà le, depuis sa blessure. oui, mais tu vois, en plus, si on compare les deux, et du coup, ça nous fera la transition pour parler de la série de l'Ouest, mais tu vois, si tu compares ces deux genres-là, t'en as un quand même, tu attends de lui ce genre de truc, et surtout que, enfin, je veux dire, là, il l'a prouvé, tu vois, et il n'y a pas le choix, quoi. Tu vois, et je veux dire, Paul George nous a déçus quand même dans le passé. Sa série de playoffs l'année dernière, quand ils se font éliminer, elle est dégueulasse. Genre, elle est ignoble. Donc, tu vois, il avait un peu un truc, une sorte de devoir, tu vois, un truc à nous rendre, à nous prouver. Là où Middleton, franchement, est un joueur beaucoup plus régulier sur ces dernières années en playoffs que Paul George. Mais du coup, qu'est-ce qui est le plus facile? Quand t'es attendu ou quand t'es pas attendu? Moi, je trouve qu'il a plus de pression. Il y a tout un schéma défensif qui, au moins, doit prendre compte de lui. Après, tu peux te Ah oui, dire, mais c'est pas, après, ouais, tu peux te dire, c'est pas grave, il rentre ses points et on s'occupe des autres. Mais bon, je sais pas, mais tu vois, est-ce qu'on lui tombe pas dessus à Middleton s'il fait un mauvais match, Middleton, on lui tombe dessus tout pareil. Ah non. derrière Yanis. Donc, Oui, mais si Et Yanis puis, fait un gros match, je suis pas mais sûr. qu'il est, tu vois. non, c'est pas vrai. T'as juste à regarder la saison dernière. Middleton fait une série. Bon, alors il fait une série correcte avec un match correct. C'est d'ailleurs lui qui fait gagner le seul match à Milwaukee. Mais contre Miami, il est transparent tout autant que Yanis. Et on tombe pas sur Middleton, on tombe sur Yanis et on tombe sur Bud beaucoup plus. Et c'est vrai que Paul George, il se ramasse beaucoup plus, mais c'est aussi parce qu'on en attend beaucoup plus de lui. Donc, quand on parle, tu vois, Antoine, je reviens sur ta question. Tu nous as demandé qui nous a fait la plus grosse impression. Qui a été le plus spectaculaire? Peut-être Paul George, mais la plus grosse impression, c'est quand même Middleton parce que je suis forcément plus surpris de ce genre de performance que je n'attends jamais en finale de conf. 38 Alors hein, que quand Paul même. Hein. George, 38 j'en pions dans attends. 20 dans le dernier Faut, quart. faut pas oublier aussi que Paul George, Euh, en finale de conf face à LeBron, il a déjà fait ce genre de perf. Donc, on... c'est vrai, la blessure, mais il était déjà revenu à un niveau de MVP à OKC aussi. Donc, j'en attends quand même toujours autant de lui. Et toi, Antoine, c'est quoi du coup entre les deux? Vu que tu nous as posé la question, je te renvoie la balle. je l'ai posé parce que je me la suis posée aussi. Ouais. Je sais pas, effectivement, l'élément de surprise vient peut-être un petit peu plus de Middleton, mais quelque part, j'ai un très fort respect pour ce qu'a fait Paul George hier soir quand même. Parce qu'il Ouais. y avait une impression visuelle qui était juste vraiment dominante. Vraiment, je prends le match à mon compte et il n'y a rien à faire, quoi. Middleton, j'étais pas cette impression. Je dis pas que c'était une conséquence, une chance ou un truc comme ça, c'est pas ça. Mais c'est un truc qui se produit. Alors Ouais. que Paul George, c'est un truc qui est planifié, donc il y a quelque chose qui est planifié en face Il y a contre un lui. rendez-vous qui est installé, on sait il doit produire.
il y a Chris Paul qui allait jusque-là de vouloir aller en finale, etc. Qui essaie de vendre des flops, machin et tout. Il y a pas mal de choses qui se passent avec Pat Beverley. Il faut garder la tête froide, quoi, tu vois. Et là-dessus, gros respect. L'autre, il est juste chaud. Il prend feu, ça arrive. De garder la tête froide, d'être en maîtrise comme ça, technique, mentale, etc., physique. Et en même temps, il prend un break. On se dit, merde, là, il prend son break. Est-ce que du coup, les Suns vont revenir? Ça, c'est beaucoup de choses à gérer et je trouve qu'il les a très, très bien gérées. Alors que l'autre, il doit juste prendre feu sur un carton et ça va, quoi. Ouais, Donc, ouais. Paul George a surtout marqué dans la deuxième mi-temps, puisqu'il met 30 points, je crois, dans la deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il faut le gérer ce match. Hein. Moi, l'impression que j'avais dans le troisième quart-temps, j'étais là, je pense que les Clippers, là, ça tient, mais ça va péter, quoi. Ouais, De toute façon, quand t'es mené 3-1, je montre du coup à l'écran vite fait les Phoenix Clippers, donc les stats. Alors bon, au niveau des points et tout, là c'est une série très serrée, donc ça veut pas dire grand chose. Pareil, un peu comme pour tout à l'heure, il y a quand même plus de passes du côté de Phoenix. Là, on sent que du côté des Clippers, on joue beaucoup plus sur de l'ISO, on compte sur des individualités. Des Marcus Cousins aussi, qui fait une série quand même assez cool avec de bons passages, tu vois, où. Enfin, moi j'étais un peu étonné qu'on l'ait pas vu plus tôt dans les playoffs, quand il y avait des fois on se disait putain, quand même Zubac n'est pas très bon et tout. J'étais là, mais les gars, vous avez quand même DMC dans le roster, faut peut-être s'en servir, quoi. Donc ils s'en sont servis là sur cette série. Et ils veulent jouer à 5 externes, donc bon. C'est ça, ils jouent ils small veulent ball. jouer en 5. Mais du coup là, dans ce small ball, bah, je trouve que Demarcus il fait des bons trucs et tout, et en tout cas voilà, bah il y a 3-2. Alors, il y a quand même toujours le break. Hein. Enfin, je veux dire, les Suns peuvent entre guillemets se permettre de perdre un match, même si la réalité est que non. Mais s'ils perdent un match, il y a 3 partout, Game 7 du coup à Phoenix. 3-2 dans la série, donc il y a encore un match là à jouer du côté de Los Angeles. Si on se mouille un peu là, c'est quoi les pronos là? Et après, on se fait le prono vite fait. Bucks Atlanta, prono sur la série. Qui gagne et quel score? Je suis mauvais en prono, mais j'adorerais voir un Game 7. Ah ouais? T'imagines toute la pression qu'il y a autour? Moi, j'adorerais un Game 7, mais que Paul George choke sa race en Game 7. Ah, t'es contre les joueurs, carrément. Non, ça parce que ça me fait marrer, mais surtout parce que de l'autre côté. Je peux pas cautionner les. On peut pas aimer, machin, quoi, ça arrive. Non, mais pour le folklore, attends. Humainement, il y en a qui sont limites, ça arrive aussi. Ok. Mais ce qu'il faut bosser pour être joueur NBA, moi, je peux pas être contre un joueur. C'est pas possible. Ouais. Le truc que ça représente. Ah oui, bon, d'accord, ok, ça explique tout, d'accord. Voilà. Comme ça, je suis délecté de toute justification. Non, puis c'est pour rigoler, c'est pour le running gag. Alors que s'il portait ce maillot-là, tu serais. Ah bah là, laisse tomber. D'accord. Laisse tomber. Non, mais surtout, c'est vraiment au contraire, c'est vraiment pas pour descendre, ça c'est pour la blague, mais c'est surtout content pour Chris Paul, pour Booker, pour DeAndre Ayton, juste pour le collectif des Suns quand même qui fait une très belle saison. Et qui, je trouve, mérite vraiment. Alors, je dis pas que les Clippers méritent pas, mais je trouve que les Suns se sont vraiment bagarrés, ont prouvé, ont été réguliers sur la saison et méritent plus, en fait, entre ces deux équipes, un spot en finale, tu vois. Et un Game 7 pour le spectacle, je suis chaud, mais du coup, j'aimerais bien voir Phoenix en finale, en fait. Okay. Donc voilà. Donc moi, je dis Game 7 ou pas, alors ça, c'est vraiment la question. J'ai vraiment l'impression que là, les Suns vont... Enfin, je sais pas... Difficile à pronostiquer. Je vois les Suns. Je suis incapable de dire en 6 ou 7. Moi, je pensais que les Suns allaient mettre le couvercle et au final, quand même, la performance de Paul George refroidit tout ça. Mais j'ai quand même tendance à dire les Suns. Je pense pas qu'ils soient impressionnés, les Suns, par ça. Enfin, je pense pas qu'ils soient en mode mentalement cassé, quoi. Moi non plus. Je pense qu'ils vont se réveiller. Je pense que Booker est capable de répondre sur le match suivant. Je pense que Chris Paul est capable aussi de contrôler à nouveau tout le tempo du match et de battre tout simplement les Clippers. Après, pour ce qui est de mon ressenti personnel, déjà, moi, je suis fan du Thunder, donc je devrais avoir beaucoup plus les nerfs que toi contre Paul George. Mais moi, j'estime que pour la carrière de Chris Paul, pour le mérite du beau jeu, pour le mérite de l'histoire, en fait, du script. Bah, les Suns 106 ou 7. Si les Clippers avaient eu Kawhi, je t'aurais dit, allez les Clippers, c'est comme ça, les Bucks, et t'as Giannis, Kawhi, etc. Vraiment, pour la finale, c'est magnifique. Là, pour le coup, les Suns, ce serait vraiment magnifique, je trouve, pour la belle histoire. L'an dernier, ils n'étaient même pas en playoff. Faut se dire, c'est les premiers playoffs de Booker. C'est un truc de ouf. Et donc, rien que pour ça, j'ai plus envie que ce soit les Suns. Et je vais te dire les Suns en 7. Allez, grosse perte de PG là, sur le Game 6 à nouveau. Choke sur le Game 7 ou pas? Ça, c'est la question, là.
Non, Non? pas de choke, pas Pas de de choke. choke, Cette mais fois-ci, comme je te dis, c'est la première fois qu'il a à nouveau toute la responsabilité sur ses épaules depuis Indiana. Et Paul George, comme ça, en général, il ne choque pas quand même. ok, ok. Et du côté de l'Est, messieurs, 2-1, alors on est un peu plus tôt dans la série et tout, mais difficile de pronostiquer autre chose que les élans de Milwaukee. Moi, pour me jeter à l'eau en premier, franchement, là, si Atlanta en prend un au forceps, je pense que c'est bien. Et ils ont déjà fait un parcours qui est remarquable et qui est honorable pour ce qu'ils ont, pour la surprise qu'ils représentent et tout. Pour moi, là, c'est Bucks en 5 ou 6, grand max en 6. Je sais pas pour vous. Antoine B, t'en penses quoi? Encore une fois, moi je suis pas bon en prono. Les Hawks en plus, va pronostiquer quelque chose contre les Hawks, Ouais. ça va tellement dans tous les sens. Je vais dire que oui, Milwaukee reste le favori, quoi. Mais moi, en début de playoff, je triche pas, j'avais annoncé Clippers Bucks en finale. Ok, c'était pas déconnant. C'était pas déconnant. Maintenant, il y a la blessure Kawhi qui pourra me servir d'excuse. Ouais, Voilà. ouais. Mais je peux pas me cacher. Maintenant, vu que j'avais dit les Bucks en finale, je suis obligé de rester en Bucks sur cette finale de conférence. Mais franchement, les Hawks, maintenant, pour les pronostiquer, J'ai quand même du mal à les imaginer faire, tu vois, pour me jeter à l'eau. Parce que là, en fait, quand on voit la physionomie de la série là après ces 3 matchs, on a vraiment ce côté surprise game 1, game 2, les gars, en fait, c'est mort. Game 3, ok, c'est un peu plus serré et tout, mais en fait, non, il n'y a pas moyen parce que notre numéro 2, il est en feu. Je pense que autant mentalement et tout, puis tu vois, il y a plus d'expérience quand même à Milwaukee, il y a plus de. Puis voilà, puis Atlanta, tu vois, ils sont en année 1. Ça reste quand même des jeunes, tu vois, je pense, qui vont se faire secouer un peu par des darons, quoi, tu vois, dans la métaphore. Comme tu l'as dit, de toute façon, le projet, c'est déjà une réussite pour Ah, une Atlanta. réussite Personne les totale. voyait arriver. Personne les voyait arriver à ce niveau. Moi, j'ai juste envie de leur dire bravo. Et si ça se finit là, bravo. Et vraiment, après, va parier quelque chose contre Atlanta, comme l'a dit Antoine, c'est impossible. Personne ne les voyait déjà passer contre les Sixers. Mais moi aussi, je vais te dire Milwaukee. Je te dis maximum en 6, grand max. Mais on verra bien, de toute façon. Si c'est Atlanta, Phoenix en finale NBA, quand même. Moi, j'avais dit Lakers Nets, du coup. Donc, pour le coup, j'étais loin du compte, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoutez, en tout cas, on suivra ça. Je pense que du coup, la semaine prochaine, bah déjà, entre Phoenix et Suns, entre Suns et Clippers, pardon, on aura le résultat. Entre Milwaukee et Atlanta, s'il y a encore une série, c'est dire que Atlanta fait quand même une petite surprise là. Donc on verra, on se tiendra au jus. Messieurs, c'était super intéressant. On va enchaîner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on se garde le meilleur pour la fin, puisqu'on va enchaîner sur l'interview d'Antoine. L'interview d'Antoine Bancharel. Du coup, Antoine, comme on l'a dit tout à l'heure, je fais un petit récap. T'es correspondant à New York donc pour Le Figaro, L'Équipe, Canal+, Ouest France, Basket Info, chroniqueur également pour Hype Sport Media. Comment ça se passe dans ta vie? Comment tu trouves un moment pour savoir où donner les têtes? Parce que on a vraiment l'impression que t'es sur tous les fronts. On nous a dit aussi que je parlais avec Antoine un peu en préparant, on nous a dit que des fois tu faisais un peu des trucs sur l'automobile et tout. T'as vraiment l'air d'être partout tout le temps. Off, tu nous disais oui, alors j'ai esquivé Atlanta, mais Milwaukee et tout. T'as l'air d'être vraiment tout le temps actif. Raconte-nous ton quotidien. C'est quoi par exemple une semaine type chez toi? Même s'il y a peut-être pas forcément de semaine type, mais du coup dans les possibilités d'une semaine type, il y a quoi concrètement dans une de tes semaines? là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme je bosse avec l'équipe, ce qui est assez récent, j'ai commencé en janvier avec eux, ou fin décembre, ça m'a rajouté pas mal de choses, notamment parce que l'équipe est un média qui va te demander de vraiment bouger. Autant tous les médias m'ont toujours demandé de couvrir pas mal de choses, mais il y a couverture desk et il y a couverture terrain. Et aller donc devoir faire des déplacements sur le terrain, etc., c'est un petit peu différent. Canal m'envoyait déjà, mais Canal, c'est une émission par semaine sur Canal Plus Sport Afrique, qui est diffuseur de la NBA dans les 25 pays d'Afrique francophone. Le canal NBA qu'on connaissait en France, qui se produit du coup toujours pour ces 25 pays-là. Et voilà, donc quand tu rajoutes l'équipe, bah, il faut bouger et il faut aussi faire plusieurs sports, puisque bah, l'équipe va forcément couvrir plusieurs sports. Moi, je suis basé donc sur New York, du coup, ça me donne tout l'Est et un peu le centre des États-Unis. Et Loïc Piala est à Los Angeles pour tout l'Ouest et l'autre partie du centre. En fait, c'est un petit peu Est et Ouest du Mississippi comme la NBA. Ok, vous partagez vraiment la ligue entre guillemets.
Plus ou moins. Mais vraiment, le pays, sur tous les événements sportifs, quoi. Ouais. Là, pour le coup, on peut plus se concentrer que sur la NBA. En ce moment, c'est forcément une priorité, finale de conférence, finale. Mais j'ai dû faire les qualifications olympiques de natation. C'était dans le Nebraska, Omaha. Comme les finales commencent à l'ouest, c'est plutôt Loïc qui y sera et Canal, comme c'est un week-end, pas besoin de m'envoyer parce que c'est une émission le vendredi. Donc, ils n'ont pas trop intérêt à ce que j'y aille sur un jeudi. On n'a pas le temps de prendre des images et de les monter. Et un samedi, c'est un peu compliqué pour une émission du vendredi d'après. Donc, du coup, par contre, il va y avoir une course automobile, effectivement, Formula E, Ouais. ce week-end-là, ici sur New York. Tu vois, Ok. et on peut caler ça. Il y aura d'autres, il peut y avoir de la boxe. Il peut y avoir, il va y avoir du tennis dans En fait, c'est l'été. vraiment, t'es en fonction de ce qui se passe autour de toi. Donc, du coup, on a bien compris, vous êtes un peu en train de vous partager le pays. Toi, plutôt la côte Est, ton collègue la côte Ouest. Et du coup, pour tout ce qui se passe un peu au milieu du pays, bon, bah, c'est au plus proche, quoi. Et c'est vraiment en fonction des calendriers Voilà, aux disponibilités, tout ça. et aux Euh, priorités et tout. Ouais. Et puis, ouais, puis bah, tu dois jongler un petit peu plusieurs médias, trouver des angles différents pour chaque, etc. Même si c'est vrai que c'est plus facile de se concentrer que sur un ou deux, parce que du coup, au moins, tu as ta ligne comme ça et c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est sûr. Du coup, ouais, il y a pas vraiment du tout de semaine type chez toi. T'es vraiment sur tous les fronts non-stop Non, et puis ça s'arrête jamais, quoi. ça fait bizarre parce qu'en plus, en fait, tu vas avoir des périodes de très très forte activité parce que tout le monde veut quelque chose au même moment et qu'il faut y aller. Puis même quoi, pour toi-même, quoi, tu vas sur un événement qui est un petit peu gros, qui est important, Ouais, bah, tu vas te donner à fond, c'est normal. Et puis ouais. après, tu vois, tu rentres et puis tout d'un coup, tu oublies s'il y a d'autres choses à faire ou autre et tu peux être un petit peu comme ça. Il faut replanifier d'autres choses, voir un petit peu comment tu gères les temps entre et s'organiser, quoi. Donc, ouais. Mais en fait, il y a pas de semaine type et même tu sais pas ce qui va se passer dans la semaine, en fait, quoi. Même dans la journée, des fois. C'est Donc, c'est ouais. quoi c'est quoi le nombre de sommeil, le nombre d'heures de sommeil normal Le nombre d'Antoine de sommeil Blancharel? moyen, le nombre d'heures de sommeil moyen. De sommeil réparateur, hein. On compte pas les trucs entre trajets, entre villes et tout. Chacun a son fonctionnement. De toute façon, moi, je fais 5 6 et je vais faire une, voire deux siestes s'il faut dans la journée quand j'arrive plus à tenir. Parce qu'en plus, moi, Ok, ouais. j'ai une petite fille à gérer, Hmm. etc. Là, quand Donc, t'as ça, vraiment les yeux qui piquent, là, hop, petite sieste. et donc, voilà. Donc, ouais, mais tu peux t'en sortir avec 5 6 et une ou deux siestes si tu as un peu la caisse pour ça. L'avantage que j'ai, c'est que j'aime bien bosser le soir. Et donc, tu as bien Ouais. le soir à faire, c'est bien. Donc ça va. Ok, ben en tout cas, c'est super intéressant. Écoute, moi, j'aimerais bien aller sur ton parcours à toi, ton départ de la France aux États-Unis, le fait de croire en tes ambitions, parce qu'à mon avis, quand on part à l'étranger, pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'est un projet qui me trotte justement, et c'est forcément, on se pose des questions, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, on ne sait pas si on fait le grand saut. Donc, si toi, tu pouvais nous raconter ton histoire, entre guillemets, ton départ et ton aventure, quoi. De toute façon, il n'y a pas vraiment de parcours typique. Je pense que le mien ne l'est pas forcément non plus. Après, dans les grandes lignes, donc tu dois t'organiser pour faire ce métier. Moi, il y avait aussi un petit peu des aspects personnels. J'étais aux États-Unis, il y avait un petit peu d'autres choses. Mais si tu veux t'organiser pour ce métier, en gros, c'est déjà trouver au moins une publication qui annonce qu'elle te fera bosser une fois que tu seras sur place, puisqu'il faut quand même choper un visa presse. Donc, aller à Ouais, l'ambassade américaine en présentant que tu auras au moins un employeur. Ensuite, une fois que tu es sur place, bah, c'est comme la vie partout, hein. Il faut pouvoir payer ton loyer, tes factures, etc. Donc, il faut avoir un niveau de production qui soit suffisant. Si tu es sur un visa presse et que tu n'as pas d'autres possibilités de travailler aux États-Unis, ça veut dire que tu dois trouver des employeurs en France. Tu ne peux pas avoir d'employeur américain. Donc, tu dois te débrouiller. Tu as aussi le droit de faire d'autres projets, mais tu ne peux pas bosser aux États-Unis. En tout cas, ça sera au black sinon. ouais, ouais. Donc, il faut assez bien s'organiser pour ça. C'est pas facile parce que en plus, si tu te lances, moi, c'était mon cas, je sortais complètement des études. Bah, avoir suffisamment d'employeurs pour assurer sur ce niveau-là, c'est pas facile. Et puis, en plus, personne ne veut s'engager. Tout le monde te dit, bon, bah, on te fera piger, faire de la pige. Hmm. Euh, mais tu sais pas vraiment ce que ça va donner tous les mois, quoi. Et surtout que niveau financier, du coup, pour assurer le truc un peu entre guillemets, genre par exemple quand t'as une opportunité de bosser avec un média et tout, comment ça se passe? Est-ce que c'est, enfin en termes financiers, est-ce que t'es bossé, enfin est-ce que t'es payé au sujet? Est-ce que t'es payé, tu vois, un truc qu'on connaît qui est classique, tant d'euros par mois? C'est un peu particulier parce qu'on a un statut qui est unique au monde, je crois, le statut de pigiste. C'est qu'en gros, c'est une forme de salariat qui n'est pas vraiment fixe.
et qui en même temps est censé rester encadré. C'est un peu comme les C'est-à-dire intermittents. Enfin, il y a un côté un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on doit, quand tu commences à bosser au bout de 3 mois avec une publication, normalement, elle doit te garder à un certain niveau. Donc, ça peut être à peu près la moyenne de ce que tu as fait sur ces 3 mois-là ou sur l'année si ça fait déjà un an que vous êtes ensemble. Et on va dire qu'en gros, du coup, tu te fixes un petit peu un plancher. Bon, après, le plafond, c'est l'actu. Donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur un mois. Donc, le plafond, il peut changer. Mais il faudrait que le plancher, normalement, idéalement, et c'est pas toujours très respecté, il faudrait que ce plancher reste à peu près là. Comme ça, toi, au moins, tu sais ce que tu as à faire en minimum. D'accord? Tu sais Ouais. à peu près où tu vas et si tu peux tenir comme ça. Et puis après, bah, tu grappilles pour faire le plus possible. Tu as de l'actu qui, certains mois, est plus abondante que d'autres. Et donc, du coup, bah, tu fais comme ça au fur et à mesure. Il y a des petites choses aussi, c'est que des fois, bah, tu tombes sur le bon rédacteur en chef à ce média-là, sur cette semaine-là, qui, lui, ça l'intéresse ce que tu fais, il va te demander plus de choses qu'une autre semaine, ou c'est un autre rédacteur en chef qui est moins intéressé, ou qui est pris par d'autres choses, il y a une autre actu, etc., et qui, du coup, regardera moins, et ça devient plus compliqué. ouais. Donc, c'est beaucoup d'aléas, il n'y a vraiment pas de plan, et tu avances comme ça au fur et à mesure. Ok, ok. On appelle ça le parcours du combattant, hein, avant de te lancer. Ouais, c'est vrai que c'est. Employeurs non plus, donc tu peux tomber sur des employeurs avec qui ça se passe très bien, tu peux peut-être tomber avec des employeurs avec qui ça va pas bien se passer, donc là il y a des choix à faire. Est-ce que je fais parce que c'est un peu raccro et donc du coup il faut quand même que je continue de bosser, ou est-ce que tu arrêtes parce qu'elle est trop toxique cette Ouais, c'est vrai que c'est aussi des choix. Puis quand t'es. Quand... voilà, voilà, c'est ce genre de petits éléments de la vie, quoi. Ouais, et puis quand t'es loin de chez toi, en plus, je pense que ça prend une dimension un peu différente. Du coup, on l'a dit en préambule, du coup, tu fais pas que du basket. Nous, on a beaucoup parlé de basket ici, on parle de basket uniquement, mais tu fais aussi de l'automobile, comme on l'a dit, t'as fait de la natation, enfin vraiment, quand il y a un truc dans le coin et tout, t'y vas. Euh, voilà, suivre le sport, en gros, c'est ton métier, mais dis-moi si je me trompe, mais tu sembles vraiment passionné de basket particulièrement. Raconte-nous ton amour de la balle orange, genre où est-ce que ça a démarré? Pourquoi la NBA? Par exemple, est-ce que c'est le journalisme qui t'a amené vers ça ou est-ce que c'est l'inverse? Ouais, vu que tu sais beaucoup de sport, est-ce que t'as découvert un peu le basket avec ça et tu t'es dit, ah, j'aime trop, je vais suivre un peu plus? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le basket qui t'a dit, ah, j'ai trop envie d'être journaliste et d'aller aux USA pour couvrir ça et d'autres sports? Ça s'est passé comment un peu au niveau du basket? Marrant parce qu'on me la pose pas souvent cette question, même avec les potes qui sont dedans ou les collègues ou les choses comme ça, même français. Alors comment je suis tombé dans le basket? Moi, si tu veux, je suis né en 85. Donc, déjà, les premiers JO que je regarde, c'est la Dream Team. Donc, 92. bon, déjà, ça commence un peu à fagrier un fusible là-haut. Ensuite, du coup, on est dans les années Jordan, il y a une explosion des magazines. En France, on n'a pas encore vraiment Internet, hein. Donc, tu vas chez ton libraire, tu vois des magazines de basket partout avec des images phénoménales, avec des histoires de fous. En plus, il y avait vraiment des journalistes français qui venaient en reportage. Il n'y avait pas vraiment qui étaient établis ici, mais il y avait vraiment qui venaient en reportage, qui faisaient des vrais trucs, hein, des vraies interviews, des très beaux reportages. Allez voir les comptes sur Twitter qui reviennent, qui ressortent un petit peu tout ça maintenant. Donc vraiment, tu vois, ça te donne une impression assez forte quand t'es gamin dans ces années-là. T'as toute cette saga Michael Jordan. D'un côté super-héros, quoi. Cette série, The Last Dance. The Last Dance. Autant les premières années, moi j'étais un petit peu, bon voilà, tu pioches un petit peu des petits trucs par-ci, par-là. Mais à partir du moment où il revient, là, ah, c'est fini. Tu suis ça comme les Avengers, quoi. Ouais, voilà. Alors, moi, j'avais pas Canal+. Après, finalement, je réussis à choper quand on m'envoyait des cassettes. J'avais une amie, Les VHS. une amie de ma Ouais, mère les fameuses, ouais. qui enregistrait des trucs, qui me les envoyait. Du coup, je mettais les trucs plus tard, etc. Mais du coup, je les revoyais, tu vois. Il y a des matchs, je les ai vus 25, 30, 40 fois, j'en sais rien. Enfin, bon, des trucs comme ça. Bref. Donc, ouais, moi, j'étais comme ça. Puis, je pense que ça a contribué, c'est que j'avais une faim, justement, parce que j'avais pas le côté accès à Canal+, j'ai pas grandi en ville, donc j'étais pas avec plein de potes qui sont dans le basket. En gros, le basket avait un peu ce côté premium. Il manquait un truc. Tu vois ce que là, justement, j'avais pas l'abonnement premium. Tu peux dire ça comme ça. J'avais pas l'abonnement premium. J'avais un petit peu un manque comme ça. Après, donc tu as ces années un peu formatives, tu as cette passion, côté un petit peu exclusif, il n'y en a pas beaucoup qui sont là-dedans, etc. Donc ça tient un côté rare, un peu précieux du coup là-dedans. Derrière, ce qui a vraiment fait péter mon cerveau au niveau sport, c'était que on gagne la Coupe du Monde en 98. Donc tu vois, t'imagines que tu prends toute une saga Michael Jordan et en plus de ça, on gagne une Coupe du Monde.
Après mal. un euro, Ouais. et la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, on a une finale aux Jeux Olympiques contre Team USA. Enfin bon, là, ça commence Ouais, la vraiment. génération. Ouais, moi j'ai 13 ans en 98. Donc c'est déjà un âge où tu pètes les plombs sur certains Ouais, trucs. ouais, ouais, Donc quand en plus on te donne tout ça pour nourrir ta passion, c'est fini. T'es grillé. Après, il y a une partie plus où il faut se focaliser sur les études, et puis ça baisse un peu, hein. Le foot, c'est pas top. Le basket, je cherche encore un petit peu, même si on a quand même ce sweep-it des Lakers, qui en plus a une tradition, quoi, puisque Kobe est clairement l'héritier de Michael Jordan, que Phil Jackson, Le les flambeau qui se. Le passage de témoin, quoi. j'avais eu le trauma de la finale perdue par Shaq, qui était déjà un peu un idée. T'imagines Shaq, donc c'est la finale 95. Moi, j'ai 10 ans, je vois un Shaq, tu pètes un plomb, quoi. Tu vois, même aujourd'hui, quand On c'est. remercie Nick Anderson. Hein. Voilà, Enfoiré de Nick Anderson. quand on regarde. Il a tué le Shaq et une franchise. Hein. Ouais, et une histoire de fou. Mais bref, clairement, ça laisse des impressions tellement marquantes que même si après, j'ai sûrement un tout petit peu décroché, parce qu'il y a une partie un peu focalisée sur les études. Là, j'arrive à le ouais, de ouf. lycée, t'as un bac à passer, essayer de faire des grandes écoles, des machins comme ça. Donc, tu décroches un tout petit peu et en même temps, je sentais que j'arrivais pas vraiment à décrocher. Donc, même si c'était moins nourri, parce qu'il y avait moins d'événements pour nourrir le truc, je sentais que j'avais toujours ce truc T'avais toujours cette attache avec tout le sport en général. Voilà, voilà. Je j'ai pas un côté dans ces années-là rêve américain, etc. Mais par contre, je me dis qu'il faut absolument que j'apprenne l'anglais. Et donc, du coup, je fais d'abord un été en Angleterre pour bosser sur l'anglais. Je bosse dans une boîte de nuit à Brighton. C'est un club où il y a Fatboy Slim qui a débuté, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est des histoires un peu sympas. Et ensuite, je me dis, bon, allez, on y va. Je trouve un stage ici aux États-Unis au milieu de mes études, dans un festival de cinéma. Donc, pas vraiment le sport, mais tu vois, quand tu arrives ici, bah, ça fait tellement partie de la culture et toi, tu as déjà un petit peu cette historique que tu amènes avec toi, tu te replonges dedans. Je décide de prendre la spécialité journalisme quand je rentre pour finir mes études. J'ai des bons messages qui me viennent de formateurs, de journalistes qui te disent, bon, en fait, c'est quand même pas mal de s'expatrier au début parce que c'est tellement pas beaucoup de débouchés qu'au moins, si vous allez ailleurs, vous êtes moins là où vous êtes. Donc, vous pouvez un petit peu plus essayer de faire votre chemin. C'est pas mal de se spécialiser parce que du coup, vous pouvez avoir un peu un côté filon, même si ça ne va pas vous faire au début un salaire complet. Il y a ce côté un petit peu filon, aller gratter un petit peu. Donc, Ouais. au final, moi, j'ai un petit peu suivi ce schéma-là, tout en le conjuguant encore des fois avec des choses qui étaient plus personnelles. C'est ce qui m'ont amené vers les États-Unis que vraiment pro au début. Ça, c'est un peu plus conjugué, on va dire. Mais après, une fois que tu es dedans, par contre, c'est tellement vraiment un parcours du combattant. Je pense qu'à un moment, il faut le dire sans se lancer des fleurs ni rien, c'est pas du tout ça. Notamment parce qu'il y a des éléments chance derrière. Moi, je ne dis pas que juste je mérite tout, voilà. Il y a aussi ce côté-là. Mais voilà, il y a un côté où à un moment, tu es dedans, tu te donnes à fond et tu fais tout ce que tu peux et puis bah, tu verras bien ce qui se passe. Ouais, tu donnes le maximum parce que t'es conscient que c'est difficile, que t'as quand même réussi à faire ce qu'il fallait et qu'en plus t'as eu ce facteur chance. Tu te dis, ok, bah ça fait trop de trucs qui sont rassemblés pour que je me donne pas à fond et je profite de ça, quoi. C'est une chance aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir de la chance ou pas en avoir. Moi, j'ai aussi des fois des gros trucs de malchance où vraiment tu es là, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, ça reste une chance, quoi. Si tu veux, à un moment, je crois que le truc le plus intéressant à raconter, c'est pas forcément moi, c'est le métier. C'est, alors ça va peut-être changer parce qu'il y a eu le Covid et on sait pas trop ce qu'on aura le monde d'après. Mais les accès qu'on a en NBA n'ont rien à voir avec les accès qu'on a en Europe. Donc, et sur le sport américain en général. Donc, Ouais. à un moment, tu peux pas faire le métier de la même manière sur les deux continents. Et donc ici, on peut vraiment, même si c'est compliqué, même s'il y a plein d'autres éléments qui sont pas favorables, à un moment, quand tu veux te concentrer sur ce boulot-là, l'accès est là, quoi. Donc tu peux bosser. Si tu es un peu fait pour ça et que ça se passe bien, les conditions sont quand même assez bien réunies pour donner un petit peu un exemple, même si encore une fois, c'est ce qu'on aura après. Tu peux te pointer 3 heures avant un match et être dans la salle, regarder les mecs s'entraîner, etc., sur tout ce qui est un peu échauffement individuel. Comment Ouais. un petit peu aller discuter avec du monde autour, ce qui gravite autour de la NBA, on va dire, ou qui en fait partie. Même si c'est pas
des stars, etc. Et tout, tu vois, un préparateur physique, un coach, un agent, un assistant coach. C'est des choses voilà, qui peuvent un petit peu te renseigner, te rendre un petit peu plus éduqué sur certaines questions que tu te poses. Des collègues aussi, puisqu'on a quand même un petit peu la fine fleur du journalisme sportif et encore plus NBA ici, notamment sur New York. Donc, Yes. ces échanges-là. Avant, c'était 1h30, maintenant c'est 1h15 jusqu'à 45 minutes avant le match, tu es dans les vestiaires avec les joueurs. Pareil, il y en a qui se Ça pointent doit être plat, complètement ouf, t'es dans le vestiaire normal, quoi. il y en a qui n'ont pas envie de parler, mais bon, il y en a aussi qui font le taf, avec qui ça se passe bien, il y en a peut-être avec qui tu as un petit peu une relation au fur et à mesure Ouais, des des années. petites Donc, affinités et tout. voilà, donc ça peut être des choses au micro ou hors micro, mais qui, pareil, servent de toute façon. Ensuite, les dernières 45 minutes avant le match, donc, on va bouffer. Donc, pareil, dans ta cafétéria avec. Il y a tout le monde, quoi. Il y a des mecs qu'on suit sur Twitter ou qui sont repris tout le temps sur Twitter côté France. Ils sont là, quoi. Donc, tu discutes Ouais. à la table, etc. Ça nourrit des choses. Et justement, j'ai une question parce que sur ce que tu dis, c'est super intéressant. Est-ce que par exemple, tu aurais des insides à nous révéler? Parce que toi, du coup, tu passes ta vie dans les coulisses de la NBA. Est-ce que par exemple, Julius Randle, quand il retourne au vestiaire avant de se doucher, il tape un freestyle avec les 17 mecs à côté qui sont en train de. Tu vois, des trucs comme ça, des anecdotes marrantes ou juste des faits intéressants sur la vie NBA pour laquelle nous, simples spectateurs, tu vois, on a juste la vision, bon bah match, conférence de presse, petite parlotte en courtside et puis c'est tout quoi. Ça, on le met, hein, soit dans les papiers, soit sur Twitter, soit les deux, soit machin. Il y a des trucs qu'on met pas aussi, on imagine. Il y a des parties off, hein, il y a clairement des discussions que tu as dans ces moments-là qui tu ne pourras pas les raconter, mais ça n'empêche pas que ça te nourrit pour. Tu as appris des choses que quand tu vas faire des interviews qui seront sur on record, donc qui seront enregistrées, Ouais. il n'y a pas le même échange parce que toi, on peut pas. Si tu veux, le truc du journalisme, c'est qu'à un moment, tu n'es pas juste là pour tendre un micro. Il faut qu'à un moment, il y a un échange Il y a un échange qui se passe. et qu'il y ait un peu une relation qui se mette en place. Et cette relation, il faut qu'elle soit basée sur la vérité quelque part. Et sur la confiance, genre quand c'est off record ou on record, comme tu dis, bon, on respecte ce truc de là on se parle officieusement, là on se parle officiellement, là on se parle de journaliste à basketteur et là on se parle d'homme à homme quoi. Si tu veux, Ouais. les mêmes questions posées par des personnes différentes vont donner des réponses différentes. Parce que tu n'as pas la même relation avec la personne, parce que tu n'établis pas le même ton, parce que tu n'as pas les mêmes échanges, même dans la relance, etc. Donc tu es nourri parce que tu as vécu avant, tu vois, c'est comment tu t'es un peu cultivé avant, on va dire. Donc, Ouais. donc je pense que ça joue pas mal. Donc après, Mais d'ailleurs, où tu suis le match, hein, forcément, mais moi, on me demande rarement d'écrire genre un résumé de match ou des choses comme ça. C'est pas trop des choses que je fais. Surtout qu'aujourd'hui avec YouTube et tout, on se doute que de toute façon. Je pense qu'à peu près, voilà, les gens qui sont vraiment passionnés par le match vont plus ou moins se lever ou regarderont un résumé que d'autres peuvent faire, etc. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et après match, on revient dans les vestiaires. Et donc, en fonction de si les mecs doivent aller prendre un bus ou quoi, ça donne du 10, 15, 20 minutes, parfois une demi-heure dans les vestiaires. Et ou pareil, quoi, ça peut être un moment très bref, ça peut être des choses plus longues en termes d'échange. Et puis voilà, et puis après, tu te rends, tu es en deadline parce qu'il est déjà 6 heures plus tard en France. Et du coup, toi, t'es tout le temps dans les coulisses en mode un peu vestiaire et tout. Tu vas des fois aux conférences de presse, les conférences classiques qu'on voit avec les mecs qui ont les logos derrière eux. De presse, honnêtement, en saison, c'est que les coachs. Ok. D'accord. Et c'est le coach local qui le fait dans une salle de conférence. Et sinon, le coach visiteur, il est plutôt dans le couloir. D'accord. ouais. Ok. Maintenant, des fois, quand il y a un gros événement et qu'ils savent que ça va être trop le bordel dans le vestiaire ou dans le couloir, ils vont peut-être faire dans une salle de conférence. Mais c'est très, très rare. Très, très rare. Hein. C'est vraiment en playoff où là, par contre, il y a un vrai protocole conférence de presse parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de choses. Et voilà. Et moi, c'est vraiment parce que je suis à New York que des fois, c'est un petit peu trop les médias, ou à Los Angeles, ça peut être pareil. Mais sinon, on peut organiser un truc dans une salle de conférence à Oklahoma City, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le délire gros marché où il y a beaucoup de médias, beaucoup de. Les mecs sont pas surbookés par les médias, ça va, quoi. Donc voilà. Moi, je voulais te demander aussi également, tu as parlé tout à l'heure dans ton parcours justement du moment où tu t'es plus focalisé dans les études et où du coup tu as un petit peu décroché, mais tu clairement pas complètement décroché, mais tu as un petit peu décroché. On me répète souvent et on répète souvent, les journalistes souvent répètent souvent que dans leurs études et dans le moment où ils deviennent journalistes, ils perdent ce sentiment de supporter. Et cette attache qu'ils ont en regardant un match, ces émotions, et ils se concentrent dans le côté analyste. Du coup, je voulais que tu nous donnes ton avis sur ça. Et aussi te demander si toi, tu as une équipe en particulier ou un joueur en particulier
Parce que du coup, pourquoi New York plus qu'une autre ville? Alors, c'est vrai que je sais Est-ce que pas c'est si on pour le, Rocker Park? je sais pas si on le perd complètement ou si on développe une capacité à pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, Ouais, je vois. on développe un autre profil un petit peu. Tu as ton profil journaliste où là, tu vas pas être supporter, tu vas être fan du jeu. Tu restes fan du sport, tu restes fan du jeu, mais tu vas pas supporter une équipe ou un joueur et devenir irrationnel par rapport à ça. Tu es obligé de rester rationnel et un peu objectif. Un petit peu au moins. Ok. Pas qu'il y a une seule vérité, mais tu dois un petit peu avoir ce petit recul. Après, voilà, hein, ça t'empêche pas qu'il se passe une finale, il y a un tir de fou, tu réagis, t'es pas là non plus, t'es pas un robot. Mais Clairement. t'es pas à souhaiter que quelqu'un perde ou que quelqu'un gagne ou qu'un joue bien ou qu'un joue mal. T'es pas dans ces rapports-là parce que ça serait malsain, quoi. Ouais. Mais du coup, par contre, tu cherches d'autres choses, quoi. Tu cherches justement, maintenant que tu as perdu ça, bah, tu vois, tu cherches plus le côté savoir des choses, t'intéresser, que tu viens apprendre. Tu es plus dans ce rapport-là, tu vois. Mais Ok. ça n'empêche pas que tu as envie qu'il y ait un match 7, tu as envie qu'il y ait un tir au buzzer, tu as envie qu'il y ait, voilà, comme tout le monde, quoi. Ça, Ouais, tu restes Stéphane. tu Ouais. restes passionné, tu restes passionné. Mais, Mm. ouais. Et puis, vas-y, continue les questions. Et, et est-ce que tu as une équipe, du coup? Est-ce que tu as une équipe ou un joueur en particulier? Je pense que, en fait, historiquement, moi, forcément, j'ai été marqué par les Bulls, un petit peu par les Lakers aussi, hein, donc pas de souci. Ouais. J'ai vraiment appris à respecter l'histoire, donc tu peux pas regarder les Boston. Et puis, les Boston Celtics, c'est dire, ah, ils sont nazes, parce que moi, j'aimais bien les Lakers entre 2000 et 2002, quoi. Tu vois, Oui. ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que c'est plus, j'ai appris à respecter des fanbases, à des organisations, certaines personnalités, etc. Donc, tu n'es plus en mode, bon, bah, je suis une équipe et je vais être fan d'eux, T'es quoi pas en qu'il arrive. mode, ouais, t'es pas en mode fan hardcore, t'es en mode tu respectes un peu les époques, tu respectes un peu ce qui se passe. Ça te mettrait des œillères par rapport aux autres, il y en a quand même 30, c'est un peu compliqué, quoi. Puis surtout toi, dans le cadre de métier de journaliste, c'est compliqué quand même si t'es juste là, ouais. Alors les Lakers, nanana, 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 puis après quand tu parles des Clippers, tu fais comme moi à souhaiter qu'ils se fassent niquer en Game 7, ce serait pas très professionnel. Imagine si tu te focalises sur 3,3% de la NBA. Il y a un problème, tu es plus concentré sur 87% de la NBA. Ou même si tu en as deux, ou trois, il reste quand même 90% de la NBA. À un moment, il faut suivre les autres. C'est clair. Donc, non, tu Je fais pas. vois. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Ok. Euh, mais, J'ai- mais alors, par contre, ouais, moi, j'ai vraiment. Il y a des équipes qui me parlaient pas plus que ça, mais que j'ai appris à respecter parce que, par exemple, Oklahoma City, j'aimais. Des surprises. C'était la ville qui avait volé la franchise des Sonics, qui avait enterré son histoire tout en prenant ses bannières, etc. Enfin bon, pour moi, c'était. Par contre, quand tu apprends le parcours d'un Sam Presti, quand tu apprends par les joueurs ou les staffs, etc., qui te disent à quel point c'est bien organisé là-bas, ça bosse dur et c'est bien foutu, etc., tu commences à respecter. Quand tu vas à Boston et que tu vois que c'est un public, mais vraiment de fou, bon, bah, tu respectes. Après, il y a d'autres. La partie racisme, etc. et tout. Mais il n'y a jamais une vérité, si tu veux, ou un seul facteur. Il y a toujours plusieurs trucs et tu apprends du coup à te nourrir, à te cultiver. Appréhender un peu ces zones de gris qu'il peut y avoir à droite à gauche et en apprendre plus en Puis, détail. moi, j'ai un petit amour pour Philly. C'est comment quoi. Philly? Philly, ça a l'air cool quand même, hein? Parce qu'il y a ce côté. La ville de l'amour fraternel. Est-ce que c'est vrai ça? C'est à la fois une grande ville qui n'en est pas tout à fait une, qui a été la capitale historique au départ, mais qui maintenant l'est plus, qui vit un peu dans l'ombre de la grosse mégapole New York, mais qui en même temps n'est pas rien, quoi, tu vois, qui est vraiment à quelque chose, qui au niveau sport a une vraie histoire, qui est riche, qui a des fans qui sont absolument barjots, et en même temps, des fois, il y a un très bon esprit, donc ça, tu peux passer de l'un à l'autre assez facilement. Moi, j'aime bien. JJ Redick avait fait une lettre pour revendiquer justement l'amour de Philly et pour remercier la communauté. Philly va vraiment l'air ouf en termes de ville. C'est un vrai truc. Pour enchaîner, je voulais te demander aussi une question par rapport à la bulle et au Covid. Le basket a particulièrement souffert du Covid. La NBA a su injecter des millions justement pour limiter la casse, bon, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas si toi, tu as pu aller dans la bulle. Non, j'ai pas pu aller dans la bulle parce que les médias avec qui je bosse ne pouvaient pas suivre. C'était trop compliqué. Okay. C'était très cher d'aller dans la bulle pour les médias. Il fallait payer l'hôtel. Ouais. Ah ouais, il fallait payer sa place réservée et tout. Ça faisait des montants vraiment, vraiment fous.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter justement ton regard extérieur sur la bulle et sur la manière de maintenant le retour au match et le retour du public, etc. C'est vrai que ça devait être particulier de le vivre de l'extérieur, la bulle. Ouais, Moi, c'était des années là, c'était une année très compliquée. Hein. Autour du Covid, moi, ça a vraiment la profession, mais surtout ma position à moi était vraiment menacée. Donc, non, ça a été très très difficile. Heureusement, j'ai pu me débrouiller un petit peu avec d'autres choses. Mais non, non, c'était très dur à vivre. Par contre, j'ai continué de bosser autour de la bulle en calant des zooms avec des joueurs, des choses comme ça. Quoi. Mais ok. voilà. Faut qu'on trouve un truc pour finir parce que là, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Ah ok, pardon, pas de souci. Bah écoute, Je veux dire, par contre, que sur les publics, et voilà, j'ai aussi appris à respecter beaucoup la culture basket de New York. Et que du coup, désolé pour les Nets, mais ils n'ont pas vraiment une vraie histoire par rapport à ça. Tu peux pas être contre les Knicks quand tu sais les fans qu'ils ont derrière. Après, l'organisation des Knicks, j'ai des vrais problèmes avec eux sur certains trucs, mais pas des problèmes personnels, juste parce qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements. Par contre, tu respectes ce qu'il y a autour de la culture basket à New York. Est-ce que les vrais fans hardcore des Knicks mettent un petit peu comme passion dans cette équipe, quoi. Et l'ambiance qu'ils mettent aussi. Là, un premier tour de Ouais. play, c'était ouf. C'était vraiment fou. ok. Ok. Bah écoute, vu que faut qu'on te laisse très rapidement en question 2 en 1. Première question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui voudraient faire comme toi dans la vie, genre le conseil que tu aurais aimé recevoir. Et deuxièmement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? C'est quoi tes prochaines échéances, fin de saison, mais du coup tu fais d'autres choses, pardon. C'est quoi le programme? La draft et la free agency va arriver fort, ouais. Bah, écoute, le conseil, euh, tenter en ayant un peu planifié le truc. D'ailleurs, Antoine m'a appelé, si d'autres veulent le contacter ou contacter d'autres gens aussi, il ne faut pas toujours écouter qu'une personne. Ça se tente, par contre, voilà, couteau entre les dents, parcours du combattant, s'attendre à ce que ce soit compliqué, il vaut mieux, sauf si vous avez beaucoup de chance. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment de formule, il n'y a pas vraiment de recette, donc je vais pas essayer d'en communiquer une, ça serait pas raisonnable. Et par contre, à me souhaiter ouais, que ça continue, que ça se passe bien et que pouvoir vivre un petit peu de cette passion le plus longtemps possible, c'est sûr. Carrément, carrément. Bah écoute Antoine, c'est tout ce qu'on te souhaite. Juste un truc, et progresser aussi. Parce qu'il y a Ouais. cette notion, je ne pense Ouais. pas que c'est pas parce que tu as un truc ou quoi que tu dois t'arrêter là. L'idée, c'est de toujours un petit peu s'améliorer quoi, et de donner des choses un peu de mieux en mieux. Carrément, carrément. Bah écoute Antoine, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'était vraiment super sympa. On te souhaite tout le meilleur du coup pour la suite. Euh, Et bonne chance à vous. merci beaucoup. Écoute, à la prochaine. Quant à ceux qui nous regardent, bah écoutez, n'hésitez pas, le petit like, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et puis avec Antoine, on se retrouvera du coup la semaine prochaine avec peut-être un autre invité. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais on prépare encore du lourd. Donc voilà, soyez prêts et n'hésitez pas à envoyer de la force sur les réseaux. Et puis voilà, à la semaine prochaine tout le monde. Merci encore à toi, Antoine. À bientôt. Ciao. À bientôt l'équipe. Ciao.